Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. Premier bilan du gouvernement guinéen après la manifestation de l'opposition républicaine. Le porte-parole du gouvernement condamne les violences et déplore les cas de morts et de blessés qui ont ponctué la marche du jeudi. Les précisions, c'est dans ce journal. Agitation à la direction générale de la Banque populaire maroco-guinéenne. Ce vendredi, les employés de la banque ont fait part au directeur général de leur volonté de le voir partir après 14 ans de gestion. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Explication à suivre dans cette édition. Et puis, l'affaire Moustapha Mami Gabi Ousmane Touré, toujours pas tranchée. Le tribunal de première instance de Mafanko a pour la troisième fois renvoyé l'affaire. Verdict attendu le 7 juin prochain. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. La manifestation de l'opposition n'a pas été effective car Conakry, illustration à Kindia où la mobilisation n'a pas fait défaut. Militants et sympathisants de l'opposition républicaine ont battu le pavé, notamment dans le centre-ville, avec des slogans hostiles au pouvoir. Et là, Jouma Bari nous en dit plus. Comme vous le constatez sur les images, la marche dite pacifique organisée par l'opposition républicaine hier jeudi a été suivie dans la ville des Agrumes. À 12 heures déjà, les militants et sympathisants de cette frange de l'opposition ont pris d'assaut le point de départ retenu pour cette marche, en l'occurrence la station à côté du grand marché de Kindia. Fortement mobilisé et scandale le même slogan à bas le couple Wemark et Sabari Technologie et oui au vote des Guinéens de la diaspora. Les militants ont fait le tour du centre-ville jusqu'à la place publique, lieu de ralliement. Les organisateurs se disent satisfaits de la réussite de la marche. Je parle de Kindia très satisfait parce que la jeunesse de Kindia, les femmes de Kindia demandent une reprogrammation de la marche et ils voudraient même que nous fassions 2 fois les marches par semaine. Nous en sommes honorés. Les membres des bureaux fédéraux, les membres des sections, les membres des comités de base, les militants et sympathisants de l'opposition républicaine vous félicitent, vous encouragent, vous remercient et vous prient de persévérer dans cette noble voie. Avec le sang neuf qu'il voulait injecter dans la démocratie guinéenne. Et c'est pour cela qu'il est en train de se battre de toutes ses forces pour que la démocratie soit instaurée en République de Guinée. Et il l'a promis, il le fera avec ses camarades de l'opposition. Une marche où les femmes et les jeunes ne sont pas restés en marche. Les femmes sont apparemment déterminées à accompagner l'opposition dans leurs revendications. C'est continuel maintenant. Tant que Wemark ne prend pas le départ, nous allons marcher. Il est de notre droit de marcher et nous marcherons. Désespoir, il n'en est pas. La lutte continue. Quel que soit notre âge, après nous, nos enfants vont prendre la relève. Une minute de silence a été observée à l'occasion pour rendre hommage aux 6 militants tués au cours de la dernière marche et qui ont été inhumés mercredi dernier. Scénario quasi identique à Boké dans le Kakandé où les militants de l'opposition républicaine semblent avoir suivi le mot d'ordre de leur leader. Ils ont pour la circonstance fait preuve d'une mobilisation non négligeable avec pour toile de fond la satisfaction par le pouvoir de leurs revendications. Reportage Aminata Diountungalo. Vive l'opposition guinéenne. Vive l'ADP. Vive le CDR. Vive le collectif. La marche de l'opposition républicaine organisée hier s'est fait ressentir à Boké, la capitale du Kakandé. Les militants et sympathisants de l'opposition sont sortis pour exprimer leur attachement au combat mené par l'opposition. Des manifestants qui estiment que la marche reste la seule voie de recours pour l'opposition pour se faire entendre. Ici à Boké, la dignité est une valeur cardinale. Elle n'est pas à marchander. Elle ne saurait être vendue. Et pas là, Wado. Et ce moment, l'opposition guinéenne, respectueuse des lois de la République, soucieuse de l'unité nationale, a toujours privilégié le dialogue. Malheureusement, elle doit cependant le manque total de cadre de concertation permanent
entre le pouvoir et l'opposition. La marche reste le seul moyen de l'opposition pour se faire entendre. Cela veut dire que la semaine prochaine, s'il n'y a pas un cas favorable de dialogue, nous allons marcher encore. Selon ces manifestants, il est impossible d'aller aux élections législatives sans l'opposition républicaine pour le scrutin de 30 juin. Ces élections ne peuvent pas se passer sans l'opposition. Non. Aujourd'hui, l'opposition représente près de 53% de l'électorat de la Guinée. Cette opposition, si les élections se déroulent normalement, nous allons avoir l'hémicycle. Avec tous les partis de l'opposition, le choix de tout opérateur autre que le gouvernement. Le vote des Guinéens de l'étranger. L'opposition demande au pouvoir exécutif plus de transparence dans les prochaines élections législatives, le départ de Weymark et le vote des Guinéens de l'étranger. Et dans la capitale, il faut dire que cette manifestation a une nouvelle fois malheureusement tourné au vinaigre. Morts d'hommes, blessés, autres dégâts matériels importants. Tel est le cocktail explosif d'une journée qui aura particulièrement été agitée, notamment à Koloma 2, où des citoyens ont été victimes des actes de vandalisme. Témoignage dans ce reportage de Fanta Conté. La famille Sow dans le secteur Koloma 2, commune de Ratoma, est l'une des victimes des actes de vandalisme perpétrés jeudi par des individus non encore identifiés. Ces personnes qui, selon les citoyens, se faisaient passer pour des manifestants, se seraient introduits dans les concessions pour saccager les maisons, emporter les biens et agresser par la même occasion ceux qui s'y trouvaient. Les manifestants qui sont dans notre quartier ici, ils sont venus saccager chez nous ici les boutiques et les maisons. Ils sont tout pris, les ventilateurs des gens, ils sont pris ça, ils sont pris les congélateurs, ils sont cassés les boutiques, ils sont rentrés dans les maisons des gens, ils sont tout pris. On a plus de 28 jeunes ici blessés, ou 30, voire 30. Ils étaient venus au nombre de 5000 personnes. Ils étaient venus avec les manchettes, les coupes-coupes, les dabas, avec des fusils. Il y avait même des militaires entrés qui tiraient, si ceci la tire, et encore, ceci là se motive pour venir nous attaquer. C'est comme ça, moi, ils m'ont blessé, ils m'ont tapé. Mais bon, c'est comme c'était notre quartier, on ne pouvait pas reculer. Et nous aussi, on s'est mobilisés pour défendre notre cause. Si ça continue comme ça, vraiment, la population de ce quartier, tout le monde a peur. Outre des maisons saccagées, certaines boutiques et magasins ont été également pris pour cible. Les citoyens du secteur Koloma 2 qui vivent aujourd'hui dans la crainte sollicitent l'intervention des autorités compétentes et ce afin que leur sécurité et celle de leurs biens soient assurées en cas de manifestation. Hier, franchement, ça a été très chaud ici. Donc il y a eu de tous les côtés, gauche à droite, jusqu'en bas des rails là-bas, il y a eu des groupes qui viennent armés. Donc ils nous ont attaqués ici, comme la dernière marche aussi, ils l'avaient fait. Mais cette fois-ci, ça a été pire. Parce que vous voyez, toutes les boutiques qui sont là ont été saccagées, les chambres, les trucs, tout ce qui est là. Notre maison qui est à côté, ils ont jeté des cailloux dedans, ils ont tout cassé. Donc il y a eu des télévisions volées, des frigos, des marchandises qui étaient dans la boutique ici, tout a été pris. Les conteneurs qui sont à côté, il y a eu 2 conteneurs ici, plus les boutiques qui sont à côté, tout ça là, ça a été saccagé. Donc moi ce que je voudrais dire, je demande au gouvernement de faire tout son possible pour essayer de sécuriser la population. Des pertes en vie humaine, des blessés graves et des biens détruits, voilà le triste bilan des manifestations de l'opposition. Témoignage dans ce reportage signé Fanta Conté avec ces images de désolation que vous venez de voir. À Conakry toujours, c'est un peu le calme après la tempête. Au lendemain de la marche de l'opposition républicaine, le gouvernement guinéen, par le biais de son porte-parole, a rendu public ce vendredi un premier bilan. On dénombre des cas de perte en vie humaine, des blessés et des actes de vandalisme. Une situation qu'Albert Damantan Camara a déplorée et condamnée. Billy Nankuma Kondé. Encore une nouvelle fois, une marche dite pacifique tourne mal. À l'origine, l'itinéraire choisi par l'opposition marchera pas sur l'autoroute Fidel Castro. Les militants ont été finalement dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre et de sécurité. Selon le porte-parole du gouvernement, l'interdiction de cette marche sur l'autoroute Fidel Castro se justifie pour des raisons de sécurité. Le bilan n'est pas glorieux, il est même négatif dans la mesure où il y a eu encore des affrontements et malheureusement des décès.
Et c'est vraiment la chose la plus déplorable qu'on peut enregistrer. Ceci ne serait pas arrivé si tout simplement l'opposition avait respecté l'itinéraire qui lui avait été imposé par le gouverneur de la ville de Conakry pour des raisons qu'il a évoquées, qui sont des raisons de sécurité. Si ces raisons ne satisfaisaient pas l'opposition, il y a une voie légale pour contester cette décision. Finalement, le mot d'ordre zéro victime et zéro blessé lancé par les forces de l'ordre et de sécurité n'a pas été respecté. Une situation qui déplore le gouvernement par la voix de son porte-parole. Un mort, c'est déjà trop. Donc 3 morts ou 4 morts, pour nous, c'est trop. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 3 morts qui ont été admis à Donka, 2 par balle et 1 poignardé, de ce que je sais, et une autre victime qui a été enregistrée pour un accident de la circulation. Donc voilà, c'est un peu macabre de faire cette comptabilité. Oui, lui, il est mort dans la manifestation. Oui, non, bon, que ce soit 3 ou 4, c'est exactement pareil. Il ne faut pas qu'il y ait de blessés, il ne faut pas qu'il y ait de morts. Le mot d'ordre de la police avait été 0 mort et 0 blessés. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Toutefois, tout comme l'opposition républicaine, le gouvernement appelle une nouvelle fois les populations à la retenue pour éviter toute forme de violence. Nous avons eu la chance de bénéficier de l'apport de M. Saïd Djinid qui a réussi à nous mettre autour de la table il y a quelques jours. Nous devons profiter de cette opportunité. Il ne faut pas que ce qui s'est passé hier, qui sont des incidents que personne n'a souhaité, en tout cas je le pense, ni nous, ni l'opposition, viennent perturber et compromettre le processus qui est en train de se mettre en place pour que les élections législatives soient inclusives. De l'avis de plusieurs observateurs, seul le dialogue politique permettra au pays de sortir de cette situation. Et l'opposition républicaine, de son côté, condamne, je cite, l'usage de la force pour réprimer la manifestation, tout en restant ouverte au dialogue. Elle entend user de tous les moyens légaux pour faire plier le gouvernement. On écoute Mouktar Diallo, président des Nouvelles Forces démocratiques, au micro de Billy Nankuma Kondé. La manifestation organisée par l'opposition, dans le respect de la loi, a été réprimée. Au moment où je vous parle, nous avons un bilan provisoire de 5 morts, dont 4 par balle, une 50aine de blessés et plusieurs arrestations. Ça montre encore une fois que le pouvoir, dans la logique de forcing, coûte que coûte, pour organiser un hold-up électoral. L'opposition va continuer le combat pour des élections transparentes, pour une Guinée unie, démocratique et prospère, et faire face aux véritables problèmes des Guinéens qui manquent de tout aujourd'hui, de l'eau, de l'électricité, des soins de santé, du travail, de la sécurité. Ils refusent toujours le dialogue. C'est pour cela que les sujets devant faire l'objet des débats au cours du dialogue aujourd'hui sont en train d'être mis en œuvre de façon unilatérale par le président de la CENI. Et donc, il rend le dialogue sans objet inopportun. Sinon, c'est nous qui avons sollicité le dialogue et nous souhaitons qu'il y ait un dialogue. Et au lendemain de cette manifestation également, des appels au calme et à la retenue. C'est dans cette logique que s'inscrit le président du Conseil économique et social, Michel Kamano, exhorte les acteurs politiques à cesser les violences et à privilégier le dialogue. Je vous propose de l'écouter au micro de Billy Nankuma Kondé. Notre pays ne mérite plus ces horreurs commises au nom de la démocratie, qui doit être autrement comprise, chers compatriotes, en évitant désormais les confrontations de rue, en nous acceptant les uns les autres, en nous mettant autour de la table de dialogue pour trouver des solutions consensuelles à nos problèmes qui ne sauraient se trouver dans la rue. Face à ce constat, le Conseil économique et social, en sa qualité de maison nationale du dialogue, lance encore un autre appel pressant aux leaders politiques de tous bords, aux forces de sécurité, et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que chacun fasse des concessions, afin de libérer les populations guinéennes et la Guinée tout entière prise en otage par cette crise politique. Nous invitons les uns et les autres à œuvrer pour l'organisation rapide et transparente des prochaines élections législatives tant attendues, voire aujourd'hui réclamées par les populations et nos partenaires au développement.
Et c'est justement dans ce contexte pour le moins tendu que la CENI a animé ce vendredi à Conakry une conférence de presse, occasion pour les membres de l'institution d'informer les médias sur le niveau d'évolution du processus électoral en termes de sécurisation, de transparence et de dépôt des candidatures. Plus de précisions dans ce compte rendu signé à Giratoba. Techniquement, la CENI est prête à organiser les élections le 30 juin. Une assurance que donnent les commissaires de la CENI venus expliquer le niveau d'évolution du processus électoral, des élections que la CENI entend mener dans la transparence à travers certaines mesures prises. Nous sommes rentrés dans la phase de recherche des anomalies d'enrôlement. Nous avons mis en place 2 systèmes de recherche des doublons sur les empreintes. Le second système va même plus loin puisqu'il va rechercher les doubles inscriptions sur la photo, sur le visage. Ceci est en cours, aussi bien au site central de la CENI qu'en Belgique avec la société CETES, une des 5 plus grandes sociétés européennes, je dirais occidentales, en matière d'identification biométrique. Tout instrument utilisé en matière de révision électorale, même si c'est un logiciel qui s'appelle Waymark, Sabari et autres, n'ont rien à voir avec le résultat des élections. Le calcul de tous les résultats se fait manuellement. On fera un appel d'offres d'achat de machines à calculer les résultats. Le directeur des opérations de la CENI a aussi souligné qu'il sera délivré de nouvelles cartes biométriques aux électeurs qui avaient reçu les cartes biométriques en 2010. Et pour ceux qui ne se sont pas fait recenser cette année, il sera organisé tous les ans une période de révision de la liste électorale allant du 1er octobre au 31 décembre. La CENI qui s'active dans l'organisation des législatives prévues le 30 juin prochain. Dans l'actualité également, un vent de renouveau pour la protection civile guinéenne. Une 60aine d'agents de la protection civile viennent de bénéficier d'une formation d'un mois en plusieurs modules de sécurisme présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La cérémonie de remise des diplômes de fin de stage s'est déroulée ce vendredi à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Ben Oumar Silla, reportage. La formation a regroupé 60 agents formateurs des unités de la protection civile guinéenne. 3 semaines ont permis aux experts formateurs français de donner des cours théoriques et pratiques en technique de sécurisme. La cérémonie de fin de stage a mobilisé les autorités policières de la gendarmerie de la commune de Matoto et l'ambassadeur de France en Guinée. Elle a été une occasion pour le directeur général de la protection civile de rappeler la mission assignée à son service. Le métier de sapeur-pompier est des plus beaux du monde, pourtant, n'était probablement pas jugé suffisamment attractif pour attirer les meilleurs de nos fils et pour que les autorités le prennent en considération. La réalité des faits ne cesse de nous rappeler qu'il est nécessaire de protéger et défendre notre population. Les stagiaires, eux, se disent déterminés à accomplir dans les règles de l'art leur mission. Toutefois, ils souhaitent la multiplication de ces séries de formations. Une démarche qu'apprécie l'ambassadeur de France en Guinée, Bertrand Kocheri, demande aux autorités guinéennes de mettre la formation au cœur du dispositif. Protection civile, ce secteur a été trop longtemps oublié, ignoré dans l'organisation des services de sécurité et de protection aux populations dans ce pays. Heureusement, il y a eu un mouvement de prise de conscience gouvernementale au plus haut niveau. La formation, nous l'avons dit, elle est au cœur du dispositif. Après avoir rendu hommage au professeur Alpha Condé pour son soutien à la réforme des services de sécurité et de défense, le ministre de la Sécurité a annoncé la formation de 160 autres agents de la protection civile. Les unités de protection civile constituées désormais dans notre pays, essentiellement de formateurs, représentent le vivier de l'encadrement et de la formation des agents de protection civile. Dans quelques jours, la démonstration sera parfaite. Elle sera faite avec la formation de 160 autres agents de la protection civile
2 nouvelles unités de la protection civile seront installées à Zérékouré et à Labé. Des fanions ont été remis à ces unités et 3 officiers de la protection civile ont été décorés des médailles de bronze par l'ambassadeur de France pour avoir sauvé une famille française en Guinée dans un incendie. Des démonstrations techniques de sauvetage ont mis fin à la cérémonie. Autre registre de l'actualité, je vous le disais en titre, des employés de la Banque populaire maroco-guinéenne exigent avec insistance le départ du directeur général de l'institution bancaire. Ce vendredi, ils lui ont clairement signifié leur souhait de le voir partir après 14 ans à la tête de cette banque. Alors, comment expliquer ce désamour entre les employés et leur directeur général? Élément de réponse avec Mohamed Malik Diallo. Les employés de la Banque populaire maroco-guinéenne 6 en plein centre-ville de Kaloum ont protesté ce vendredi devant le bureau du directeur général de la dite banque. Ils réclament avant toute autre négociation le départ immédiat d'Ahmed Ousseini Iraki. Ce matin, à l'arrivée de notre directeur général, tout le personnel s'est mobilisé devant son bureau. Nous avons crié haut et fort en lui disant « trop, c'est trop ». Nous voulons maintenant son départ. Et nous voulons qu'il soit remplacé par un autre directeur général. Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque centrale a appelé le président de la FESABAC en lui disant que la Banque populaire a été fermée. C'est faux, ça n'a jamais été fermé, parce que cette banque nous appartient. Ça n'appartient pas à M. Iraki, ni à moi, Mme Oliano, ça appartient aux Guinéens. Revêtant des foulards rouges autour de leur cou, ces employés revendiquent des points non négociables, disent-ils. Aujourd'hui, les travailleurs de la BPMG revendique le départ définitif de M. Iraki. Le premier point. Le deuxième point, un plan de carrière pour les travailleurs de la BPMG. Les travailleurs de la BPMG n'ont pas de plan de carrière. Et l'avancement de tous les travailleurs qui ont fait plus de 5 ans à leur poste. Cette banque aurait passé 7 ans sans un directeur général adjoint, d'où l'interpellation du gouverneur de la BCRG par le syndicat des travailleurs de la Banque populaire maroco-guinéenne. Nous demandons à la Banque centrale de nous doter d'un DGA guinéen et qui va défendre les intérêts de la Guinée. Parce que M. Iraki est là pour défendre les intérêts des Marocains. Nous aussi, nous voulons un Guinéen digne pour représenter la Guinée à la Banque populaire maroco-guinéenne. Au cas où leur revendication n'est pas prise en compte par les autorités de tutelle, ce syndicat menace d'aller en grève dans de brefs délais en associant la FESABAG. D'ici mercredi, si nous n'avons pas gain de cause, je vous assure, toutes les banques et assurances seront fermées. Uniquement pour le départ de M. Iraki. Nous pensons qu'il n'est pas le seul Marocain. Nous n'avons rien contre le Maroc. Nous voulons simplement que le retraité soit remplacé par un titulaire. C'est tout ce que nous réclamons. Au moment où nous quittions les locaux de la banque, des pourparlers étaient en cours entre le directeur en question et le secrétaire général de la FESABAG. Justice dans cette édition, l'affaire Moustapha Mami Gabi Ousmane Touré en examen au tribunal de Mafanko a été de nouveau renvoyé ce vendredi et ce pour la 3e fois. Le premier est assigné en justice par le Zégan. Ousmane Touré, ex-directeur financier de l'ARPT, licencié en mai 2011, accuse son ancien patron d'avoir violé le contrat qui le lie à l'ARPT. Certains jeunes, dont les cas semblent similaires à celui de Ousmane Touré, ont fait en sitting devant le tribunal. Les explications de notre spécialiste maison des questions de justice, Mfali Gilavogui. On veut la justice, on veut la vérité. Monsieur le Président, on vous demande, il faut venir regarder ce qui se passe dans les bureaux. Les anciens travailleurs de l'autorité de régulation des postes et télécommunications au tribunal du travail, munis des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Justice abat le licenciement abusif » ou encore 43 jeunes cadres et agents licenciés arbitrairement. Ces jeunes étaient venus assister au procès du directeur général de l'ARPT, assigné en justice par un employé. Ousmane Touré, ancien directeur financier et comptable de l'ARPT, destitué de son poste par son ex-patron, réclame justice. Des sources judiciaires, ces différends remontent au 4 janvier 2010, date à laquelle l'ARPT aurait signé un contrat à durée indéterminée avec Ousmane Touré. Peu de temps après, le directeur de l'ARPT se voit dans l'obligation de le renvoyer en mai 2011
sans pourtant lui trouver un autre poste. Dans une correspondance datant du 12 mai 2012, le directeur de l'ARPT aurait avoué à son employé que le contrat qui le lie à l'ARPT reste toujours en vigueur, alors que le salaire de ce dernier serait bloqué il y a 2 ans. Les anciens employés qui se disent aussi victimes de la même situation ont exprimé leur ras-le-bol à travers un sitting devant le tribunal de Mafanko. Il a vidé déjà et tous les jours il est en train de recruter. On comptait beaucoup sur cette structure. Nous avons fait beaucoup de sacrifices par rapport à ça. On s'est dit qu'on a trouvé un emploi et à la dernière minute, on se retrouve tous au chômage. Coup de théâtre car le procès tant attendu pour ces jeunes employés a été renvoyé à la demande des avocats du directeur général de l'ARPT. La défense comme la partie civile pour l'heure se méfie de faire toute déclaration à la presse avant les débats de fond. Le face-à-face Moustapha Mamedjabi, directeur général de l'ARPT, et Ousmane Touré, ex-directeur financier de la même boîte, c'est pour le 7 juin prochain au tribunal de première instance de Mafanko. Et oui, la bisbille à l'ARPT. Volet santé de cette édition, les femmes continuent de mourir en donnant la vie. L'une des principales raisons de cette situation reste le saignement excessif lié à la délivrance appelée les hémorragies du postpartum, une pathologie dont la prise en charge connaît encore des difficultés dans notre pays. C'est un reportage de notre spécialiste maison des questions de santé, Salim Kamara. La lutte contre la mortalité maternelle et infantile en Guinée reste engagée dans un tunnel à bout non encore retrouvé. L'hémorragie du postpartum reste la première cause de décès maternel. Elle se définit par la perte de 500 millilitres de sang ou plus dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Elle reste redoutable car nous avons cette obstétricienne caractérisée par une imprévisibilité. C'est une complication imprévisible, c'est-à-dire ni pendant le suivi de la femme pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement, on ne peut pas sélectionner les femmes susceptibles de saigner. Une hémorragie du postpartum qui survient et qui n'est pas maîtrisée au bout de 2 heures peut être mortelle pour la femme. La problématique liée à la prise en charge des hémorragies du postpartum, encore appelée hémorragie de la délivrance, est plus considérable dans les milieux analphabètes ou peu éduqués à la santé, mais aussi et surtout lorsque les conditions de prise en charge font défaut au sein des structures sanitaires. Et lorsque la femme saigne, le plus souvent on a des problèmes parce que la banque sanguine n'est pas décentralisée et la femme peut venir accoucher seule ou la nuit tard et pour avoir une poche de sang, il faut 2 donneurs. Lorsque le mari ou celui qui accompagne la femme n'a pas accès au donneur pour qu'on puisse avoir le sang, ça peut également nous poser des problèmes. Pour Dr Elisabeth Bogomou, on appelle à l'endroit des familles, des personnels de santé, tout comme de l'État, reste nécessaire pour éviter que les femmes continuent de mourir en donnant la vie. De sensibiliser la société, la famille, partout où les femmes enceintes vivent, et également le personnel de santé d'être tout en prêt à gérer une hémorragie du postpartum, quel que soit l'état sanitaire de la femme, et également l'État pour décentraliser la banque sanguine pour qu'on ait accès au sang en cas de besoin de façon urgente. Il faut enfin souligner que d'informations de sources sûres, la capacité d'accueil des femmes devant accoucher dans les structures hospitalières de Conakry sont nettement inférieures au nombre de cas. Retour à l'intérieur du pays avec cette autre facette de l'actualité politique. C'est ce qu'on pourrait bien appeler une jolie prise de guerre. Coup de ténère dans les rangs de l'UFDG à Guékédou. Le secrétaire fédéral du parti a jeté l'éponge. Nicolas Cotembenduno, j'y arrive, l'a annoncé le week-end dernier au ministre de l'Agriculture Marc Yambouno qui était en tournée dans la localité. Ben Oumar Silla était sur les pas du ministre. Voici son reportage. C'est par la sous-préfecture de Bolodou, située à 63 km de la ville de Guékédou, sous le pied du mont Konansou, que le ministre de l'Agriculture a entamé sa tournée. Après une traversée des forêts enchevêtrées sur des pistes difficiles à pratiquer, Marc Yambouno, accompagné des autorités locales et cadres de son département, a été reçu par les populations de Bolodou. À Nongoa, Temansadou et Bolodou, partout les populations ont énuméré les difficultés auxquelles elles sont confrontées avant de demander la tenue rapide des élections législatives. Nous vous tendons humblement la main afin d'appuyer la CR de Bolodou auprès du gouvernement et les bailleurs de fonds
pour la réalisation d'un pont sur la Mafissa long de 25 mètres, le reprofilage des pistes rurales Bolodou Centre Beldou, Bolodou Centre Kassadou, Bolodou Centre Manon, Beldou Soumtou, Bandou Kongoté. Dans une section RTD à Cantiel, à Témisadou et à Mongo, pour 105 comités de base qui n'attendent que le 30 juin 2013 pour voter massivement en faveur du RPG à Cantiel. La mise en place de l'Assemblée nationale constitue aujourd'hui la plus grande conditionnalité des bailleurs de fonds pour aider la Guinée à se développer. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture a expliqué aux populations des différentes localités visitées les raisons de la tenue rapide des législatives. Nous sommes dans la transition, ça fait 2 ans. Et il faut asseoir tous les 3 pouvoirs. Aucune institution ne pourra s'hasarder à envoyer des fonds sans qu'il y ait des garanties sur ces appuis. Et l'institution qui donne ces garanties, c'est l'Assemblée nationale. Quand on aura une institution crédible, l'Assemblée nationale, nous avons des investisseurs qui investissent, il y aura réduction de la pauvreté, n'est-ce pas? Ça va réduire les conflits sociaux. Quand vous voyez que souvent les gens descendent dans la rue, ça ne va pas dans la famille, les jeunes chôment, ceux qui ne sont pas occupés. Ce discours pique des cœurs et amène le secrétaire fédéral de l'UFDG de Témassadou à annoncer sa démission au public. Aujourd'hui, j'adhère le parti Arc-en-Ciel RPG. Je démissionne UFDG. Jusqu'à la fin du mandat de monsieur le professeur Alpha Condé. Celui qui est au pouvoir, on doit le soutenir. Donc je le soutiens. Devant les laborieuses populations, les élus locaux et responsables administratifs se sont engagés de passer de l'administration de commandement à une administration de développement. Nicolas Cotembenduno qui lance un véritable pavé dans la mare. Voilà qui est bien dit. C'est ainsi que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Bonsoir à tous et à toutes.